Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, nous allons poursuivre le cycle Sholem Aleichem et aujourd'hui nous sommes en communication avec Gilles Rosier des éditions L'Antilope. Bonjour Gilles. Bonjour Monique, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Fort bien, je vous remercie. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir d'un recueil d'histoires que vous avez publié, intitulé Gittel Poriskevitch et autres héros d'Épité, traduit du yiddish par Nadia Dehan-Rothschild. Et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet en vous demandant de présenter aux auditeurs qui est Sholem Aleichem. Alors, Sholem Aleichem est un des plus grands écrivains yiddish. Il fait partie de ce qu'on appelle les classiques qui ont vraiment constitué, façonné la littérature yiddish à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ils étaient au nombre de trois. Il y avait Yitzhak Leibush Peretz et Mendele Mocher Sforim. Et Sholem Aleichem est le troisième. On l'appelle en général le petit-fils. On dit qu'il y avait un grand-père, un père et un petit-fils. Le Sholem Aleichem se distingue des deux autres dans le sens où il a été sans doute un des auteurs yiddish les plus populaires. Il a réussi à capter vraiment l'âme du judaïsme, du petit monde juif d'Europe orientale et de ses personnages surtout. On raconte que quand il était enfant, il a perdu sa mère jeune, son père s'est remarié et sa belle-mère était une femme assez acariâtre et qui passait son temps à jurer et à dire des malédictions. Et la première forme de littérature qu'il a faite, ça a été de faire une liste, un catalogue des malédictions que sa belle-mère proférait, à son endroit parfois d'ailleurs. Et c'est ensuite, donc dans ces textes, il y a notamment, il n'y a pas que ça, mais il y a notamment toutes sortes de malédictions extrêmement populaires que sa belle-mère proférait, et qui sont en général très drôles, parce que Sholem Aleichem est un écrivain extrêmement drôle, mais avec cette particularité qui est peut-être une particularité juive, c'est que ces personnages sont toujours dans des situations plus ou moins désespérées, et on rit du début à la fin. Alors Gilles, dans ce Gittel Poriskevitch et autres héros d'Épité, il y a grosso modo trois histoires, trois gros chapitres. Oui, nous avons publié, en fait ce sont trois monologues qui sont insérés dans un volume plus épais des monologues de Sholem Aleichem, mais on en a distingué trois dans la mesure où ces trois histoires se rattachaient toutes les trois à la révolution, à l'époque de la révolution avortée de 1905 en Russie, dans la Russie du Tsar. Alors, pourriez-vous nous parler du premier monologue de Gittel, avec cette persistance du climat? Qui donne son nom au volume, donc le volume s'appelle Gittel Poriskevitch et autres héros d'Épité. Gittel, c'est une femme volontaire, une femme veuve qui a un enfant unique et elle est très dépitée donc parce qu'elle se rend compte que son enfant ne va pas échapper à la conscription alors que les enfants des juifs riches ou des non-juifs d'ailleurs y échappent en graissant la patte de l'administration. Donc en fait l'histoire, ce monologue raconte comment Gittel va essayer de faire des pieds et des mains jusqu'à aller à la Douma, donc au Parlement du Tsar, pour éviter la conscription à son fils. Et c'est une femme qui, en fait, elle gagne sa vie en vendant du thé de la maison Vysotsky. Alors on connaît la maison Vysotsky de nos jours parce que c'est la plus grande marque de thé en Israël. Tout à fait. Il faut savoir qu'elle a été créée en Russie et qu'elle avait une branche en Palestine qui est devenue la branche principale. Mais Vysotsky, c'était la maison de thé la plus célèbre de l'Empire russe. Et elle était tenue par une famille juive. Et donc c'est Vysotsky vous savez, il y a un dicton en yiddish qui dit, c'est pour ça que je fais une petite digression, c'est pour ça que la devise de la maison de thé israélienne, thé c'est Vysotsky, c'est-à-dire le thé c'est Vysotsky, ça vient d'un dicton yiddish qui dit thé is Vysotsky, le thé c'est Vysotsky, Zucker is Brodsky,
Trotsky. Pour le kavod. Voilà. Donc Gittel fait un commerce de thé, mais vraiment elle fait du porte-à-porte pour aller livrer du thé aux familles aisées. Et elle gagne quelques sous de cette manière. Et du coup, comme elle vend du thé pour Vysotsky, on voit tout de suite le problème des classes sociales. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à faire gagner elle a gagné un tout petit peu d'argent pour concourir à faire gagner beaucoup d'argent à la maison Vysotsky. Et du coup, les enfants des hommes riches dont elle parle dans la nouvelle, ce sont aussi les enfants des Vysotsky qui échappent à la conscription parce que Vysotsky a les moyens de payer l'administration du tsar. Mais quand même, Gittel obtient ce qu'elle demande à la Douma. Oui, alors en fait, sur Facebook, on a eu une remarque, parce que la nouvelle s'appelle Gittel Purishkevich. Purishkevich, c'était le nom d'un député antisémite de la Douma, qui se distinguait c'était le Drummond russe. Et en fait, c'est tout l'humour de Sholem Aleichem, parce que à force de fréquenter la Douma, qui est peuplée d'aristocrates qui ne se distinguaient pas par leur philosémitisme, elle a même la chutzpah, le culot d'aller voir le pire des antisémites, c'est-à-dire Purishkevich, pour essayer d'obtenir gain de cause. Et c'est pour ça que dans la société juive, on a fini par la surnommer Gittel Purishkevich. Alors il y a un lecteur qui a dit, oui, mais comment elle peut s'appeler Purishkevich? C'était le nom d'un antisémite. Mais c'est justement tout l'humour de Sholem Aleichem. Tout à fait. Tout à fait. Alors Gilles, nous allons maintenant parler de la deuxième histoire. Joseph. Alors Joseph, c'est une situation tout à fait différente. C'est l'histoire d'un garçon d'un homme plutôt qui est plutôt bien arrivé dans la vie et qui tombe amoureux d'une jeune fille. Et cette jeune fille elle-même est amoureuse d'un révolutionnaire. Donc c'est là où on parle de la révolution de 1905. Donc un complotiste qui organise des rencontres secrètes. À l'époque, c'était plutôt des anarchistes qui se réunissaient, ou des pré-bolcheviks ou mencheviks. Et donc, cet homme observe et se rend compte que l'homme dont cette jeune fille est amoureuse est extrêmement chétif. Enfin, il se dit, mais pourquoi est-elle amoureuse de lui? Parce que moi, j'ai des moyens, je suis un bel homme, etc. Alors que lui, c'est une espèce de personnage malingre, souffreteux. Et puis, finalement, il s'infiltre dans ces cercles. Et il assiste aux réunions secrètes et il se rend compte que cet amoureux chétif, lorsqu'ils se mettent à parler, est doué d'un charisme extraordinaire. Et il comprend que la jeune fille est attirée par ce charisme et puis par l'attirance de la révolution, bien sûr. Alors, je ne vous raconte pas toute l'histoire. Non, laissons les lecteurs et les auditeurs découvrir en se procurant ces nouvelles, ces histoires de Sholem Aleichem. Alors, troisième partie, les trois veuves. Alors, les trois veuves, c'est une histoire assez désopilante, mais toujours dans la détresse. C'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une femme. Toujours, l'amour est toujours très présent, mais les amours malheureuses, souvent chez Sholem Aleichem. Mais qu'il décrit toujours avec beaucoup d'ironie. L'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une femme, qui n'arrive pas à avoir gain de cause. Cette femme a une fille elle-même, et du coup l'homme, quand la fille devient adulte, l'homme adopte quasiment cette fille, mais il finit par en tomber amoureux, et il n'obtient pas gain de cause non plus. Et puis quand cette petite fille, donc cette femme a un enfant également qui est une fille, et puis à nouveau, à la génération suivante, l'homme tombe amoureux de la petite fille. Donc c'est vraiment... on a l'impression de voir des poupées russes, en fait. Hein. Voilà, l'espèce de paradigme de l'homme malheureux en amour toute sa vie, trop bonne patte finalement, parce qu'à chaque génération, il entretient chacune de ses femmes, et il assure leur subsistance. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, c'est aussi une description sociale de la Russie de l'époque, puisque les trois maris successifs de ces trois femmes
meurt dans les trois situations dans lesquelles on pouvait mourir en Russie à l'époque. Il y en a un qui est accusé de conspiration, justement. Il y en a un autre qui fait faillite et donc qui meurt, qui se suicide après une faillite. On pense aussi beaucoup, enfin même si c'est un peu anachronique, mais à la crise de 29 où les gens se jetaient par la fenêtre. Enfin, c'était une époque où quand on faisait faillite, par honneur, on se suicidait. Oui. Et enfin voilà, donc c'est à la fois quelque chose de très intime, avec les malheurs en amour d'un homme qui se dit mais j'ai tout pour être heureux et finalement je suis malheureux, et en même temps une description sociale de la Russie de l'époque. Et c'est ça qui est fort chez Sholem Aleichem, c'est que c'est toujours des histoires singulières, mais toujours inscrites dans... vous savez, on dit souvent que Sholem de nos jours, on a l'impression que Sholem Aleichem a décrit la fixité du monde du shtetl et du monde des Juifs d'Europe orientale, c'est-à-dire ce monde millénaire qui a fini par disparaître suite à la Première Guerre mondiale et ensuite la Seconde Guerre mondiale et le génocide des Juifs. Mais en fait, Sholem Aleichem a décrit la métamorphose de ce monde qui, à la fin du 19e siècle et dans toute la première partie du 20e siècle, est un monde en ébullition qui était traversé par des luttes politiques, dans certains de ses textes, Sholem Aleichem raconte comment le chemin de fer arrivait au fin fond de l'Empire russe, comment la presse a commencé à exister, comment il a décrit aussi les débuts du sionisme, les débuts des mouvements politiques, la sécularisation des Juifs qui étaient nés dans des familles juives observantes et qui sont devenus des Européens avec une soif de culture profane. Et donc c'est en ça que Sholem Aleichem est un grand écrivain, c'est qu'il décrit vraiment le monde de son temps, à la fois de manière extrêmement pertinente et en même temps avec beaucoup d'humour, donc on a énormément de plaisir à le lire. Et je dois dire que Nadia Rothschild est une des meilleures traductrices de Sholem Aleichem. Traduire Sholem Aleichem, c'est vraiment pas facile et elle y arrive vraiment de manière remarquable. En tout cas, vous pourrez dire à Nadia qu'elle m'a donné une envie folle de me mettre au yiddish. Parce que ça doit être magnifique de lire dans le texte. Oui, dans le texte, c'est absolument savoureux. En français aussi. Moi, j'ai beaucoup apprécié, mais c'est vrai que j'ai eu envie. Et alors, j'étais... là, j'applaudis des deux mains à la réponse de Sholem Aleichem quand on l'a comparé aux États-Unis à Mark Twain, et il répondit « Non, je ne suis Sholem Aleichem américain ». Voilà, c'est ça. Mark Twain lui a dit « Vous êtes le Mark Twain yiddish » et il lui a répondu « Et vous êtes le Sholem Aleichem américain ». Kol hakavod. Merci Gilles Rosier. Je rappelle... Donc ce livre est sorti en avril 2016. Et je rappelle que tout le monde peut se le procurer donc à la Fnac, sur Amazon, dans les librairies, mais on peut également téléphoner aux éditions de l'Antilope, Gilles, n'est-ce pas? Il vaut mieux le commander en librairie, parce que c'est une petite maison et nous ne faisons pas d'expédition par correspondance. Très bien, donc n'hésitez pas et retenez bien aux éditions L'Antilope, Sholem Aleichem, de Sholem Aleichem, Gittel Poriskevitch et autres héros dépités. Shalom velishtamea, Gilles. Merci Monique. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Nous allons poursuivre cette émission avec un deuxième livre qui est apparu aux éditions Hermann, au fil des fêtes, les récits sur les fêtes juives de Sholem Aleichem, et via le numérique et le téléphone, je suis avec Doris Angel. Bonjour Doris. Bonjour Monique. Je suis ravie de vous faire passer de nouveau sur les ondes de notre radio, et je voudrais vous rappeler aux auditeurs que vous êtes passionnée de Yiddish et vous êtes présidente de l'association Le Théâtre en l'air, n'est-ce pas Doris ? Exactement, oui, c'est Yiddish, maintenant je l'étudie depuis de nombreuses années et puis j'aime aussi beaucoup traduire, donc c'est pour ça que j'ai fait ce livre et nous avons aussi, notre association s'est surtout consacrée à faire des spectacles en Yiddish ou traduit du Yiddish et puis là, mais c'est le premier livre de traduction auquel j'ai participé avec ma sœur Astrid Reux. Alors, Doris, le Yiddish... que l'on croyait un petit peu disparu, qui est une langue
en pleine renaissance, peut-être pas assez pour vous, mais on en parle de plus en plus. Et on doit remercier quand même Rachel Hertel, qui depuis de très très nombreuses années a tenu à remettre en éveil cette langue qu'elle adore. Et vous nous arrivez avec ce livre. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Si vous pouviez nous parler de Yom Kippour et des capparotes. Oui, voilà, donc le livre s'ouvre sur ce rituel de Yom Kippour. Alors, nous avons effectivement voulu suivre l'année juive avec différentes fêtes, puisque bon, Sholem Aleichem a énormément écrit, il a énormément écrit de nouvelles sur toutes sortes de sujets, et là, nous avons choisi ce fil conducteur qui sont les fêtes juives. Et donc, ça s'ouvre par une nouvelle très amusante, c'est-à-dire que les capparotes ou kapporos en yiddish, c'est donc un rituel qui a lieu juste avant Yom Kippour, où les hommes prennent un coq et les femmes une poule. On prend cet animal, on le tourne autour de sa tête et on prononce une formule qui dit que cet animal soit mon expiation, mon échange, c'est-à-dire qu'il meurt à ma place. Et donc effectivement après, on le sacrifie de façon cachère, donc on peut le manger. Et c'est une tradition qui a lieu encore aujourd'hui dans certains milieux. Il y a d'autres personnes qui donnent de l'argent. Et là, l'originalité et l'humour de Sholem Aleichem, c'est qu'il imagine que les poules et les coqs se révoltent contre cette coutume. Donc, ils s'enfuient. Et puis, les hommes, complètement désespérés, les hommes et les femmes, surtout, puisque les femmes, d'après lui, tiennent encore plus à cette coutume que les hommes. Donc, les femmes et les hommes sont obligés de poursuivre ces volailles loin derrière la ville, essayer de les faire revenir, essayer de les convaincre qu'elles doivent se laisser faire. Voilà, donc c'est très amusant parce qu'il y a le discours des coqs et des poules qui est très drôle. Et puis, c'est une allusion aussi certainement au premier mouvement révolutionnaire, socialiste, le Bund, et le discours comme ça très très militant de ces animaux qui a un effet comique absolument irrésistible. On ne dévoilera pas la fin, mais j'avoue que c'est une nouvelle qui est particulièrement truculente, que l'on lit avec beaucoup de plaisir. Oui. Et beaucoup d'humour. Oui, tout à fait. Alors Doris, voilà. Nous arrivons à Hanouka. Oui, voilà, prochaine fête, Hanouka. Donc, il fait froid, on allume les bougies de Hanouka. Et là, deux nouvelles qui avaient été d'ailleurs mises en scène par Astrid Ruff et Raphaël Goldwasser sous le nom de Contes de la Lumière. Donc, l'une, ce sont des enfants qui ramassent l'argent de Hanouka, Hanouk Geld, ce qui est une tradition aussi dans le monde ashkénaze. Et puis, ils se font un petit peu truander par les adultes qui leur donnent en fait des pièces qui n'ont pas grande valeur. Et cette nouvelle nous a beaucoup amusés parce que c'est l'occasion de décrire toute une série de personnages, de tableaux comme Sholem Aleichem sait très bien le faire. Je trouve que c'est ça aussi son actualité, c'est-à-dire que lorsqu'il décrit certaines personnes, vous les avez vraiment devant les yeux. Ah, tout à fait. Voilà. C'est magnifique. Oui, il y a vraiment, une vie, oui, c'est très vivant, voilà. Donc il y a la sœur qui pleure tout le temps, il y a surtout cette famille nombreuse là où la mère distribue à la fois les taloches et les bisous, et voilà. Et donc ces enfants se promènent de famille en famille, et puis ils rentrent à la maison, et les pauvres ils découvrent que leur trésor ne vaut rien. Et puis après il y a l'histoire du dreidel, donc là aussi cette toupie de Hanouka, oui. encore une tradition de Hanouka. Et donc là aussi c'est un petit garçon qui joue avec un copain au dreidel, et le Sholem Aleichem décrit vraiment bien la fièvre du jeu, parce que même les enfants peuvent être saisis de fièvre du jeu. Tout à fait, d'autant qu'on voit cet enfant se dépouiller de tous voilà. ses petits avoirs. Voilà, de tous ses avoirs, y compris son petit sidour, son petit livre de prière que sa mère, une pauvre veuve, lui a offert en se saignant aux 4 veines, donc toujours ce côté aussi émouvant et de Sholem Aleichem. Et puis, en fait, l'autre gagne tout le temps. Et il découvre le poteau rose des années après, que je ne vais pas dévoiler, mais il y a... Ah, c'est magnifique, d'autant qu'il le découvre vraiment adulte, bien avancé en âge. Tout à fait.
Voilà, voilà. Alors Doris, et si nous parlions de Purim maintenant? Oui, alors Purim, c'est le Purim Spiel en particulier, hein, donc là aussi une grande tradition du monde ashkénaze qui a donné lieu à tout le théâtre juif. Et donc nous avons un petit garçon absolument fasciné par les comédiens de Purim et donc un petit orphelin qui s'appelle Feivel. Et cet enfant de famille riche, finalement, lui donnerait tous les beaux repas et la belle brioche pour pouvoir participer au Purim Spiel. Et on voit aussi bien la relation entre les riches et les pauvres, c'est-à-dire que les comédiens de Purim sont en fait des gens assez pauvres, ce sont des balmeloch, c'est-à-dire des artisans qui se déguisent tant bien que mal, et en particulier les hommes qui jouent des femmes, puisqu'à l'époque il n'y avait que des hommes qui jouaient, avec leur barbe qui dépasse en dessous de leur déguisement. Voilà, là aussi c'est très amusant. Et cet enfant, complètement fasciné par ces Purim-Spieler, par ces comédiens, va les suivre jusque chez eux, dans leur maison, dans leur misérable maison. Et puis le père arrive, et là il y a aussi la verve et la chutzpah, l'insolence de ces comédiens qui ne se laissent pas démonter et qui vont se moquer du père. Et bon, malheureusement pour le petit garçon, ça se termine assez mal, mais la description là aussi très vivante, très joyeuse, et nous sommes donné beaucoup de mal pour traduire aussi en vers et en essayant de rendre un petit peu. En tout cas, bravo parce que c'est très réussi. Merci. Bravo. Avec un mélange avec du russe aussi, le russe qui rime avec l'hébreu. Enfin voilà, c'est aussi Sholem Aleichem, vraiment le maître des langues et le maître du mélange, quoi. Alors, indépendamment de ces théâtreux, en quelque sorte, oui. Vous avez aussi une nouvelle qui porte sur Esther. Oui, alors Esther, là aussi, un texte qui nous a donné beaucoup de mal, parce que pour toute cette génération, à l'époque, la Megillah, l'histoire d'Esther était quelque chose qu'ils connaissaient quasiment par cœur. Donc Sholem Aleichem peut s'amuser à déformer la traduction de la Megillah, puisque c'est un jeune homme, un Motel, qui est un jeune homme plutôt pauvre, qui tombe amoureux de la fille du maître, qui s'appelle Esther. Et donc, comment il essaye de lui montrer son amour, il va prendre le texte de la Megillah et faire une traduction, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va faire une fausse traduction où il déclare son amour. Et donc, Esther, ça reste Esther, mais le roi Assuérus est remplacé par lui-même, par Motel. Et donc, il va amener Esther sous la choupa, sous le dé nuptial. Et le petit garçon qui est le narrateur, par malice et vraiment par méchanceté, va inverser les cadeaux. Donc, c'est dans le cadre des cadeaux de Purim. Et donc, il va donner au maître la lettre destinée à sa fille, et donc ça va faire tout un problème, un imbroglio. On ne dévoilera pas la fin de l'histoire. On ne dévoilera pas la fin, qui est quand même assez triste. Tout à fait. Je trouve que ce personnage de petit garçon est vraiment un personnage plutôt négatif, qui montre aussi que Sholem Aleichem n'était pas dupe et que ce n'est pas du tout un univers idyllique, c'est un univers très réaliste qu'il décrit. Voilà. Alors nous arrivons à Pessah. Oui, Pessah. À Pessah, oui, une nouvelle que moi j'aime beaucoup, qui est Der Eurer, c'est-à-dire l'invité. Et donc là aussi, c'est un invité qui arrive d'un pays mystérieux, sans doute d'Israël, habillé d'une manière très amusante et qui aussi parle l'hébreu, mais qu'avec des A. Hein, donc un petit coup de griffe au monde séfarade, parce que d'ailleurs, oui, on le signale. Voilà, et donc tout le monde est absolument ébloui par cet homme extraordinaire. Il va être invité à la maison. Et puis, on lui fait honneur, et puis il commence à raconter des histoires absolument extraordinaires, et tout le monde est à ses pieds, le père, la mère, le petit garçon et la bonne. Ritel, bien sûr. Voilà, et qui est complètement ébloui par ce beau parleur. Et puis là aussi, une fin assez tragique, à la fois triste et amusante, quoi. C'est-à-dire que
le lendemain, quand il se réveille, eh bien, il n'y a plus il n'y a plus la bonne, il n'y a plus les bijoux, il n'y a plus grand-chose. Voilà. Il n'y a plus le mystérieux invité. Et je dois dire qu'on est surpris, quoi. L'effet de surprise est tout à fait réussi. Ah, tout à fait. Très, très drôle, quoi. Voilà. Alors, vous savez, Doris, moi, j'ai beaucoup aimé la dernière nouvelle, les 4 questions, parce que vraiment, c'est le monde à l'envers. C'est donc des questions posées au père directement. Oui. Hein, j'ai beaucoup aimé. Oui, parce que nous sommes là aussi dans quelque chose de tout à fait actuel, c'est-à-dire que des juifs tout à fait assimilés, donc là à l'époque c'était en Russie où les juifs essayaient à tout prix d'oublier qu'ils étaient juifs, hein, et ne parlaient que russe, participaient aux fêtes russes, et Sholom Aleichem dénonce cette illusion et aussi cet abandon et cette assimilation, et je trouve que c'est tout à fait actuel, c'est-à-dire aujourd'hui aussi qu'est-ce que nous faisons de notre héritage, comment nous vivons notre judaïsme, comment nous vivons les fêtes, et ce jeune garçon qui interroge son père de manière assez vive, ça pourrait être tout à fait aujourd'hui, quoi. Et là aussi, actualité de Sholom Aleichem, qui à la fois décrit le monde juif de l'époque, mais il y a vraiment des passages qui sont tout à fait valables encore aujourd'hui. Alors, je crois que Shalom Aleichem avait demandé à ce qu'on puisse se réunir pour son Yahrzeit, pour l'anniversaire de sa mort, le 13 mai, qu'on lise des textes et que l'on rit beaucoup. Et je crois que là, dans ce cas, c'est vraiment très réussi. Oui, alors nous avons absolument voulu que ce livre paraisse donc avant mai 2016, donc avant le 100e Yahrzeit de Sholom Aleichem, et grâce à l'obstination de ma sœur Astrid Ruff, bravo. Et grâce au fait d'avoir trouvé cet éditeur, nous avons pu l'éditer à temps, et donc nous l'avons présenté en mai, et puis voilà, j'espère qu'en le lisant, effectivement, les gens réalisent le souhait de Sholom Aleichem. Et puis maintenant, il va suivre son petit bonhomme de chemin. Et puis moi, je conseille aux gens de lire à chaque fête, de lire les nouvelles qui se rapportent à la fête. Et puis peut-être après de les lire en yiddish s'il progresse, parce qu'évidemment, Sholom Aleichem est très difficile à traduire et ça a beaucoup plus de thème, beaucoup plus de charme, beaucoup plus de goût en yiddish. Merci Doris. Donc, je rappelle Au fil des fêtes, récit sur les fêtes juives qui a paru aux éditions Hermann, les nouvelles de Sholom Aleichem. Et Doris, on peut en même temps remercier Astrid, votre sœur. Tout à fait. Nous avons travaillé toutes les deux. Hein. C'est vraiment un travail en commun et avec chacune ayant ses propres ses qualités ou ses défauts. Mais vraiment, c'est un travail collectif qui nous a d'ailleurs beaucoup apporté de plaisir et de joie. Et je crois que vous tenez également à remercier Yitzhak Reniborski. Oui, bien sûr, oui. Merci de me le rappeler, effectivement. Parce que vous parliez de Rachel Erdel, mais c'est aussi Yitzhak Reniborski. Bien sûr. Je tenais à le préciser à la fin, en fait. Et qui nous a fait le grand plaisir et l'honneur de relire soigneusement nos traductions et de nous éviter beaucoup d'erreurs, beaucoup de faux sens, et puis aussi de donner à chaque moment toute sa connaissance, parce que je crois que c'est un des meilleurs connaisseurs de Sholom Aleichem au monde. Et ça a aussi été un grand plaisir de pouvoir profiter de ces lumières. Voilà. Et merci beaucoup à vous. Merci Doris. D'avoir pu parler de ce livre. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.